je me suis fait la réflexion que j'étais toute seule et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler du fait d'être seule le soir chez soi. Bonsoir. Et oui, je vous dis bonsoir parce qu'il est exactement 21h35. C'était pas du tout prévu que je filme ou quoi que ce soit. Pourquoi je voudrais vous parler du fait d'être seule le soir, dans un plaid, avec à la télé du Peaceful Winter Snowfall Soft Jazz and Cozy Cabin Fireplace Sound. Non plus, j'ai pas compris. Parce que, fut un temps, je ne pouvais pas rester seule chez moi. Je vous parle même pas du soir, c'était encore pire. Je me sentais abandonnée dès que quelqu'un partait de mon appartement, et en l'occurrence ma colocataire à l'époque. D'ailleurs, c'était dans cette même résidence, au 3e étage. Fun fact. Comme j'en ai déjà parlé, j'ai passé 4 ans en couple. 4 années de haut et de bas. Beaucoup de ruptures. Une rupture par année sur les 4 ans. Qui dit mieux? Je crois que ça m'a déclenché une terrible peur de l'abandon. J'aime pas trop dire j'ai peur de l'abandon parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on entend partout sur les réseaux et que c'est un truc super facile à dire. À force de l'utiliser un petit peu à tout va, ça perd de son sens et ça perd de sa profondeur et de sa lourdeur. L'angoisse de la solitude que je ressentais à l'époque était vraiment très très pénible, vraiment très lourde, très profonde, à couper le souffle. Je me suis donc séparée 4 fois de cette personne. Une des fois, c'était en juin 2022. Sauf que on avait décidé de déménager à Marseille pour le mois de septembre, donc j'avais été faire des visites, j'avais déplacé mon école, enfin mon inscription à Aix-en-Provence, puisque je suis dans une école où il y a plusieurs campus en France, et donc j'ai muté pour Aix-en-Provence, donc je me suis désinscrite de Toulouse. J'avais lâché mon appartement, j'avais posé mon préavis, donc l'appartement dans un mois il ne m'appartenait plus, je n'avais plus de logement, et cette personne a décidé de me quitter par Skype en pleine séance de psy. Je précise, je mets un contexte, parce que voilà, on voyait une psychologue de couple depuis le mois de février. On avait attrapé ça à la volée, un petit peu pour se rattraper et en espérant que ça allait nous sauver. Il se trouve que donc du coup voilà, je me retrouve en plein été à me dire ok, il faut que je trouve une solution pour septembre. Je contacte une amie à moi. Est-ce que tu veux qu'on fasse une coloc à 2? Je passe donc mon été. Alors attendez, j'essaie de me refaire le film dans ma tête. Ah mais non, la rupture elle était le 14 juillet. Fête nationale. En fait ce qui s'est passé c'est que pendant tout l'été j'étais dans le déni. Le 14 juillet je me suis fait quitter. Le soir même j'étais aux fêtes de Tyros, donc dans les Landes. J'ai fait les fêtes de Tyros toute mon adolescence. J'ai fait les fêtes de Tyros pendant 2-3 jours. Ensuite, j'étais complètement dans le déni. J'étais en mode recherche d'appart, nouvelle vie, je reprends l'école, en fait... Coucou les copains, je m'en vais pas, je suis là en septembre. Et en arrivant à Toulouse, laissez-moi vous dire que tout a refait surface. Je pense que c'était une bonne façon de me protéger que d'être dans le déni pendant quelques temps. J'ai dû faire face à la solitude, et à ma solitude, en fait, du fait que ce garçon n'était plus là, et que j'étais face à moi-même, et qu'il était plus là. C'était pas un problème pour moi de me retrouver seule face à moi-même, c'était un problème pour moi parce qu'il était tellement parti tellement de fois, j'avais passé tellement de nuits angoissantes à dormir avec mon téléphone dans la main, sous l'oreiller, à côté de moi, sur la table de chevet, au cas où il m'appelle, il m'envoie un message. Je m'endormais le téléphone à la main pendant que je lui envoyais des messages dans la nuit. C'est pas une harceleuse, mais bon, on a tous vécu des ruptures. Toute ma vie était régie par mon copain à l'époque, et donc du coup, là, je me suis retrouvée dans une nouvelle vie, une nouvelle routine où je devais tout réapprendre. Je devais réapprendre à passer du temps seule, je devais réapprendre à me doucher seule. Alors non, il ne me l'avait pas. Quand je vous dis que vraiment on était inséparables, c'est-à-dire que vraiment on faisait tout ensemble. Et c'était devenu toxique dans le sens où tu ne peux pas vivre pour une personne et tout faire en fonction de la personne, sinon quand elle est plus là, voilà ce que ça donne. Ça a été vraiment des semaines d'angoisse pour moi. J'ai commencé à faire de l'anxiété. Et en fait, ma coloc avait ses parents qui habitaient pas loin. Et dès qu'elle partait en week-end chez eux, elle partait plutôt régulièrement au début de l'année. C'était un enfer pour moi de me retrouver toute seule dans l'appartement. Et je lui disais pour rire, mais au fond de moi, c'était ce que je ressentais. Ça me fait chier pour elle qu'elle ait eu à porter un petit peu ce poids. C'était un peu un dommage collatéral, la pauvre. Je lui disais, ah, ce week-end, tu vas encore m'abandonner et tout. Et je lui disais, haha. Au fond, j'étais pas en mode haha, j'étais en mode... Je pense que, pas à cette période-là, mais à une autre période, j'ai un peu frôlé la dépression. Ça me dérange d'utiliser ces termes parce qu'encore une fois, tout le monde peut dire qu'il a frôlé la dépression. J'entends tous les gens qui ont été mal dire qu'ils ont été en dépression. Je ne dis pas que j'ai été en dépression. Je pense que j'aurais pu y tomber parce que j'ai eu une période, donc à une autre rupture. Cette fois-là, vraiment, quand je vous dis que j'ai déménagé en coloc et tout, c'était la rupture définitive. Mais il y a eu une autre fois où je pensais que c'était la rupture définitive. La rupture a duré 3 mois. On a fini par se remettre ensemble après. Pendant ces 3 mois, ça a été une descente aux enfers, mais monumentale. Je faisais de l'hypersomnie. Je savais même pas que ça pouvait marcher dans ce sens-là. Je dormais des 12 heures par nuit.
12 heures par nuit, toutes les nuits. J'étais pas reposée quand je me réveillais. J'étais à 2 doigts de me mettre à dormir sur mon canapé parce que c'était plus simple pour moi que d'aller dans ma chambre. Ça me demandait vraiment un effort monumental de me lever de ce canapé et d'aller me coucher. Et en fait, ça m'a plongée dans un souvenir. J'ai lu un livre de Michel Houellebecq qui s'appelle La carte et le territoire, il me semble, dans lequel le personnage est en profonde dépression et en fait, il vit dans son salon, c'est-à-dire qu'il dort sur son canapé, il va vraiment dans sa salle de bain juste pour se laver les dents parce que je crois qu'il ne se douche plus. Et en fait, c'est toujours resté dans ma tête ce passage de livre parce que vraiment le personnage était dans une dépression et un style de vie tellement infâme, tellement crasseux finalement, tellement dérisoire. J'avais tellement peur de tomber là-dedans. Ça fait écho à ma vidéo sur la lecture, finalement. On en apprend aussi par la lecture, même si c'est de la fiction, c'est des choses qui nous restent. Et j'ai toujours cette façon de présenter les choses quand je parle de ce moment-là de ma vie. Je fais toujours référence à ce livre parce que je pense que ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé à me dire, ok, ce personnage-là était au plus bas. Eh bien, ne pas dormir sur mon canapé, ça me permet de prendre de la distance avec ce personnage qui était en profonde dépression et donc de ne pas tomber comme lui. Quand du coup... partait en... Merde, j'ai dit son prénom, je vais le biper. Partait en week-end, je luttais pour ne pas dormir sur mon canapé parce que j'avais terriblement peur que ce soit le signe que je sois en dépression. Et après de complètement me laisser aller, déjà que j'avais du mal à prendre une douche, j'ai fait plein d'expériences où je voyais des gens pour passer du temps et j'avais terriblement besoin de dormir avec quelqu'un, donc j'ai eu des expériences à droite et à gauche. On connaît aussi pour faire passer le temps, pour combler des vides, mais c'était tellement... ça n'avait pas de sens, je comblais des vides avec des gens qui n'en valaient pas la peine et qui me prenaient aussi mon énergie et j'ai encore cru donner mon cœur et en fait on me l'a remarché dessus. À mon sens, c'est normal. Du moins, c'est pas impossible, mais c'est normal de passer par ces moments-là. Ce n'est pas une fatalité, c'est ce que je répète tout le temps. Rien n'est une fatalité à partir du moment où tu as assez de force en toi et où tu sais que tu peux puiser la force en toi. Et c'est pendant ce moment-là que je me suis dit, en fait, ma grande, il y a personne qui va te sortir de là. Et je dis pas ça contre mes proches, mais parce que je sentais que ça servait à rien qu'ils me donnent des conseils. J'en avais marre d'entendre des conseils de tout le monde depuis 4 ans qui me disaient quoi faire, comment faire, machin et tout. Peut-être qu'ils avaient raison, mais j'avais besoin de passer par là pour pouvoir aujourd'hui être heureuse de passer une soirée toute seule et en faire une vidéo finalement. On va faire de l'argent là-dessus, n'est-ce pas? Mais ça a été une descente aux enfers nécessaire à mon sens pour pouvoir me reconstruire après et savoir surtout me dire ok, là c'est le plus bas où j'ai été. On peut descendre plus bas. J'aurais pu être en dépression, j'aurais pu dormir sur mon canapé, ne plus me doucher, ne plus manger, ne plus rien faire. Je ne l'ai pas fait. Je suis allée juste avant. Je pense que je ne suis pas capable de descendre plus bas. Et j'ai envie de vous dire, je touche du bois, littéralement, c'est que du bois ça. Ça veut dire que je sais que je ne peux pas sombrer complètement. C'est rassurant aussi, je sais que je peux compter sur moi de ce côté-là. Mais donc je sais aussi jusqu'où je peux descendre. Et c'est en mode, ok, on peut aller jusque-là. Quand on le sent arriver, on remonte. Ok. Ma psy avait fait une très belle métaphore, mais il me semble que c'est pas elle qui l'a inventée et que c'est plus ou moins théorisé comme ça. C'est la métaphore de la plage. Parce que je voyais une psychologue à ce moment-là, pendant 1 an et demi, je l'ai vue. Depuis ma rupture qui a duré 3 mois jusqu'à mai 2023 quand du coup j'étais avec mon copain de maintenant. D'ailleurs c'est son pull plaid. Donc la métaphore de la plage c'est de se dire ok, quand tu es sur le sable, tout va bien. C'est la vie, voilà, c'est moi aujourd'hui, tout va bien, la vie va bien. Évidemment quand tu es sous l'eau, c'est que ça ne va pas. Ça permet de se dire ok, est-ce que là j'ai juste les pieds dans l'eau? Est-ce que j'ai l'eau aux genoux? Est-ce que j'ai toute la tête qui dépasse ou est-ce que je suis complètement sous l'eau? Et ça m'avait beaucoup aidé à rendre les choses un peu plus tangibles parce que dans ces moments-là, ce qui est super frustrant, c'est que tu n'as envie de rien. Tu as envie de... C'est pas que t'as envie de mourir, mais t'as plus envie de vivre. T'as juste envie d'être amorphe. Non, mais pour vous dire, je passais des moments où je fixais le vide et il ne se passait rien. Et je pouvais rester comme ça pendant tellement de longues minutes. Je me souviens d'un jour où je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé le vide pendant au moins une demi-heure. Et il se passait ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la lourdeur de ce silence, de cette émotion, de cette solitude? Je trouve ça dingue de m'être retrouvée là à cause de cette personne, surtout que c'est pas contre lui, c'est pas personnel, mais c'est un fait, il n'en valait pas la peine. Il en valait littéralement pas la peine. Mon copain d'aujourd'hui vaudrait la peine que je fixe le vide en me disant mais pourquoi on n'est plus ensemble? Mais celui d'avant, il n'en valait pas la peine. C'est pas méchant contre lui. Ça marchait pas, ça marchait plus et on luttait tout le temps, toujours et il me faisait trop de mal. C'est une parenthèse, mais c'est évidemment qu'avec le recul ou qu'avec certaines expériences qu'on peut se rendre compte de telles choses, mais il y a des gens qui n'en valent pas la peine. Ça ne vaut parfois pas la peine de souffrir autant. Je pense qu'à ce moment-là, durant donc la 3e rupture, celle qui a duré 3 mois avant qu'on se remette ensemble, qui était pendant l'hiver en plus, je pense que j'avais l'eau ici. Et vous savez quoi?
j'ai envie de dire ça parce que ça m'oppressait. J'avais toujours... Ça me le fait un peu en y pensant. J'avais tous les soirs, tous les jours en septembre et pendant cette période de 3 mois aussi, enfin pendant mes périodes de rupture, une sensation d'écrasement, une sensation d'être essoufflée, oppressée, de plus pouvoir respirer. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante envers moi-même et envers la vie de m'avoir reconnectée à ce que je suis au fond, c'est-à-dire quelqu'un d'assez sauvage qui aime bien la solitude et qui est pas super fan des gens. Moi, je les adore ces moments de solitude et je les ai toujours aimés. Et du coup, je suis tellement heureuse aujourd'hui de me rendre compte à quel point c'est important et vraiment c'est beaucoup plus tangible et beaucoup plus palpable pour moi cette sensation d'aimer être seule qu'avant. C'est comme si j'avais réussi à matérialiser. En fait, le fait d'avoir été mal, ça avait donné une forme, un ressenti, une texture à la solitude que j'avais ressentie. Et du coup, maintenant, j'apprécie beaucoup plus le fait d'être seule chez moi le soir parce qu'en fait, je suis reconnaissante. En fait, c'est ça le mot. Je suis reconnaissante d'aimer être seule parce que je sais à quel point ça peut être difficile selon le vécu qu'on a eu. J'ai un livre d'ailleurs sur ça, ici. Ah, regardez, il est là. Je vous en ai parlé de ces 2 livres dans ma vidéo où je vous recommande les livres que j'ai lus sur le dev perso psycho. Et vraiment, encore une fois, la puissance de la lecture, l'utilité de la lecture. Alors, je les ai pas lus pendant ces périodes-là, mais ils m'ont beaucoup aidé. Ils ont planté des petites graines, en fait, qui ont fait que je savais à quoi m'accrocher et que je savais que ma peur de l'abandon, elle n'était pas intrinsèque. Elle faisait pas partie de moi au départ, quand je suis née. Elle n'a pas été forgée parce que j'ai vécu des situations d'abandon. J'ai toujours mes 2 parents, j'ai jamais vécu de décès horrible dans ma famille. Le seul abandon que j'ai eu véritablement, c'est ma rupture. Enfin, c'est mes différentes ruptures avec cette même personne. Ça fait pas partie de ma base, en fait. C'est arrivé dans ma vie, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de passer outre, enfin de guérir de ça. Aujourd'hui, je suis trop heureuse de kiffer quand mon copain il finit par dormir chez lui finalement et que du coup je mets la musique à fond dans mon casque ou sur mon enceinte et que je me fais à manger et que je danse et que je chante. J'adore. Et j'adore aussi, après avoir fini mon film, me mettre dans ce canapé et lire pendant 1 heure. En fait, malgré le fait qu'il soit autour de moi au quotidien parce qu'on vit plus ou moins ensemble, il faut qu'on se l'avoue, je chéris finalement encore plus et j'ai quand même accès à des moments de solitude comme ceux-là qui sont tellement importants pour l'équilibre de soi à l'intérieur, mais l'équilibre aussi de ce qu'on peut donner aux autres. Parce que je pense que si on était H24 ensemble, comme je l'étais, avec mon ex finalement, tout le temps ensemble, à tout faire ensemble, manger, se doucher, dormir, vivre, c'est pas possible. Tu peux pas vivre en fait. Il faut que votre vie soit la même lorsque votre mec ou votre meuf va vous quitter ou que vous allez vous partir. Vous voyez, j'ai quand même un schéma dans la tête s'installer. Mais c'est tellement important d'être une personne à part entière et de savoir ce qu'on vaut, de se connaître assez, aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments, comme je vous l'ai dit, de savoir jusqu'au plus bas où on peut aller et de savoir surtout qu'on peut remonter et comment, d'ailleurs, à quoi s'accrocher. Vraiment, en fait, vous êtes votre seul et meilleur allié. En fait, vous êtes littéralement la seule personne qui sera là quand il n'y aura plus personne autour de vous. Donc si vous n'êtes pas OK avec vous-même, vous avez beau avoir des attentes, des espoirs, des espérances, des goals, des rêves, si vous devez avoir besoin des autres pour les réaliser, ou si quand vous vous retrouvez toute seule, c'est le néant, l'angoisse et la déception, posez-vous les bonnes questions. Je crois que j'ai plus rien à dire, je pense que j'ai bien fini. C'est le plaid de mon copain, la tasse de mon copain, le thé que m'ont offert ses parents. Est-ce qu'on ferait pas une petite miniature là ?